Au sein même de ce culte démoniaque, plus précisément à la cour d'entraînement, le seigneur du culte, accompagné de ses plus loyaux serviteurs, se dirigeait vers l'indice lieu où se trouvait le raffut. Seulement la plus grande surprise, le directeur venait de faire son apparition, épuisé comme jamais, lequel sans passer par 4 chemins lui demande où se trouvent les intrus. Souffrant, il lui fait comprendre qu'il se trouve à l'ancienne bibliothèque et qu'actuellement le vice-chef est en train de s'en occuper. Mais qu'il se dépêche, le vice-chef est en danger. Examinant son état, il fait comprendre à son seigneur qu'il s'est évanoui à cause de ses nombreuses blessures internes. Mais ces dires avaient pour but de faire bouillonner le sang du Shioma. Mais qu'est-ce qu'il fait le seigneur? Avec tout son respect, qu'il n'aille pas. Oh, depuis quand ce gogo essaie de le bloquer le chemin, qu'il bouge de là. Ce prostena et pas télépathie, il lui fait comprendre qu'il n'a pas encore récupéré de son combat contre cette personne. Ça serait hyper dangereux s'il aille en premier et ne trouve pas. Quand il réfléchit, il demande à ce dernier d'aller en premier au moins pour cette fois. Mais il n'ira pas seul, que le 4e et la 10e aîné aillent avec lui sur le champ, lequel sans plus attendre d'exécuter les dires de ce dernier. Restez bien en retrait et se demande bien ce que peut contenir ce sac pour que le directeur se sacrifie de la sorte. C'est bien vrai qu'ils font partie du culte démoniaque où tous les adeptes se sacrifient pour quelque chose, mais là, ce n'est pas un peu trop fait pour parler de sacrifice. Par ailleurs, de ses pas rapides, le gardien central avait devancé tout le monde, lequel arrivait premier sur les lieux n'arrivait pas à croire. Puisque devant lui c'était une abomination les plus incroyables, là où notre protagoniste pêchait dans les cieux, s'apprête à déchiqueter celui qui lui servait d'adversaire. Il lui fait pas peur, compris? Alors qu'il était trop occupé dans ses dits d'antagoniste épique, le dos de ce malotru avait été transpercé par Shion Yeun. Ce qui a eu pour effet de mettre Marakyum dans une transe d'incompréhension. Une lame noire et cette technique qui vient d'exécuter à l'instant, est-ce qu'il aurait rêvé? Mais notre héros étant très occupé à ranger son épée là où il avait dégainé, il s'est rendu compte qu'il est observé. Le gardien central, il aura tout vu. Quand vint le tour du 4e aîné, la surprise était grandiose. Ce gamin a vaincu à lui tout seul le maître du clan du sabre. Quant à la 10e, il se dirigeait vers notre protagoniste, lequel lui demande s'il va bien. Et bah, il pète la forme. Puis vient le tour du gardien central, lequel va faire semblant de ne rien savoir et lui dit qu'il est plutôt content qu'il n'ait rien. Bien évidemment, il va jouer le jeu, il lui remercie pour sa sollicitude. Par la suite, ce fut le tour du grand patron de faire son entrée. En guise de respect, il salue bel et bien son père. Sans tirer des longs à l'âge, qu'est-ce qui s'est passé ici? Au vu de cette question, Shion sait que le gardien central est au bras droit du seigneur. Est-ce qu'il va tout lui raconter? Mais ce dernier, tout comme lui, n'en sait rien. À son arrivée, le vice-chef avait déjà tout réglé. Du haut de ses arts martiaux, il déduit facilement que ce type est mort d'une combinaison de formation. Va savoir ce qui s'est passé. Il ne peut plus se permettre de sous-estimer les arts martiaux de son fils. Un pion qui ne peut pas être contrôlé ne sert à rien. Bien, mes salutations à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez remarqué, cette vidéo est une suite de Nanomachine. J'espère que ça vous fera plaisir. Parce qu'il faut quand même dire que ça fait super longtemps que je n'avais pas publié des vidéos. Donc en fait, j'ai préparé cette longue vidéo pour me faire pardonner. J'espère qu'on sera quitte, non? Donc si vous êtes nouveau dans la chaîne et que vous souhaitez me soutenir, vous n'avez qu'à vous abonner, partager, liker, c'est gratuit en plus. Et pour ceux qui veulent recommencer depuis le début, comme quoi ils ne savent pas de quoi on parle, il y en a des playlists pour chaque histoire. Une fois de plus, je vous remercie pour votre fidélité, ça me fait toujours plaisir. Donc, t'oublie pas de t'abonner, mec, t'oublie pas. Sur ce, continuons. Quelques minutes plus tard, dans les souterrains de l'académie, le seigneur demande à Marakyum si le but était cet endroit. Hésitant un peu à répondre, il lui répète la question. Est-ce qu'il est sourd? Effectivement, c'est bel et bien cet endroit qu'il recherchait. Pour le seigneur, c'était la goutte d'eau qui avait dépassé le vase. Oh non! Marakyum a été choqué. Ces fumiers ont quand même pas osé brûler ce manuel. Alors que le gardien central était complètement abasourdi, le Shioma lui n'était plus en place. Et puis il s'est dit Seigneur, alors que les envahisseurs connaissaient cet endroit, mais pas lui. Ça devient du gros n'importe quoi dans son culte, Est-ce qu'on se fout de sa gueule? Par ailleurs, le vice-chef essaie de comprendre pourquoi on a essayé d'envahir l'endroit. Est-ce que c'est pour les marques du dieu du sabre? Et puis, ce fumier qui vient d'abattre avait l'air de connaître les 24 épées démoniaques. Quelle est véritablement leur identité? Après ce petit événement, le chaos s'est installé dans tout le culte démoniaque. Notamment parce qu'ils étaient trop occupés à rechercher les autres espions. Mais à part ces 4-là, aucune autre trace n'a été trouvée.
Puis vient la tombée de la nuit au banquet du culte démoniaque. Oui, combien de temps on va les laisser poireauter ici, hein? Mais le chef du clan Wassan lui fait comprendre qu'ils doivent encore attendre le temps d'innocenter l'Alliance. Évidemment, la deuxième stratège les fait comprendre qu'ils les ont tout dit. Le culte prendra bientôt les décisions, c'est juste une question de temps. Évidemment, tout le monde est d'accord, la stratège a toujours raison. Mais au fond, elle se souvient de tout et la façon dont ils s'en sont servis d'elle. Puisqu'ils n'ont pas réussi à reconquérir en nuit, elle se dirigeait vers 2 maîtres qui se trouvaient à Chancy. Quand soudain, elle fut attaquée par des mystérieuses personnes. Bizarrement à son réveil, elle se trouvait déjà au culte démoniaque. Et comme elle était sous hypnose, elle pensait surtout que ses ennemis étaient ses gardes. Seulement, toutes ses actions se sont déroulées en secret. Seul le conseil des 17 maîtres était au courant. C'est qu'il lui laisse qu'une seule hypothèse. L'un de les maîtres est un traître. Plus important encore, l'Alliance du Murim ne peut pas se permettre de laisser une telle opportunité de collaborer avec le culte démoniaque. Mais après l'attaque contre les vice-chefs, ils ne vont surtout pas laisser passer ça. Par ailleurs, le physicien démoniaque Baek Chong examine attentivement ses patients, là où un médecin lui fait comprendre qu'il n'y a rien à signaler. À vrai dire, il s'attendait à des changements physiques après leur hypnose, mais à part les pouls qui ralentit, il ne voit rien d'autre. Mais derrière, l'un de ses serviteurs lui fait comprendre qu'ils n'ont rien trouvé. Et comme il les a ordonnés, ils ont fouillé dans la bouffe et la boisson et ils n'ont trouvé aucune substance chimique. Mais de tous ces dires, Baek Chong avait déjà ses soupçons là-dessus. Pourtant, l'hypnose avait été déclenchée par quelque chose selon le vice-chef, mais il se trompait sans doute. Mais au même moment, nos coprotagonistes venaient de faire son apparition, lequel on lui donnait à sa révérence comme il se doit. Ce fut aussi le cas du physicien démoniaque, mais nos coprotagonistes lui fait comprendre qu'il n'y a pas ça entre eux. Mais seulement qu'ils lui disent, est-ce que ça avance de son côté? Il lui fait comprendre que non, malheureusement. Rien n'a signalé. Rien du tout? Il est sérieux? En même temps, c'est logique. S'il suffisait seulement de claquer les mains et tout le monde aurait été sous hypnose. Si le physicien démoniaque ne trouve pas d'inconvénient, lui aussi va jeter un coup d'œil. Oui, qu'il se fasse plaisir. Mais au fond, il se dit que le vice-chef s'entête puisque ses inspecteurs ont déjà tout inspecté. D'après Baek Chong, rien n'a été trouvé dans la nourriture. Mais alors, comment se fait-il que ce pitre a pu déclencher l'hypnose uniquement qu'avec ça? Il demande à la nanomachine s'il y a des substances chimiques ou du poison quelque part dans ses couverts, lequel celle-ci lui fait comprendre qu'il doit toucher les couverts pour une bonne analyse. Mais son entourage est plutôt abasourdi. Mais pourquoi il touche les baguettes et les bols comme ça? Ayant terminé sa manœuvre, il se tourna vers l'Alliance du Murim, lequel les demande s'il y en a qui se souviennent de là où ils étaient assis hier avant le grabuge. Effectivement, il y en a qui s'en souviennent parfaitement. Parfait, qu'ils prennent place uniquement pour ceux dont les chaises sont encore en état. Du côté des Baek Chong, mais à quoi ça rime tout ça? Sauf que ces derniers ont obéi et ont pris leurs places respectives que lors du banquet. Si on demande au physicien démoniaque de bien vouloir sentir l'endroit où les lèvres ont touché le couvert, évidemment il va l'exécuter. C'est quand même le vice-chef qui le demande. Oh, mais qu'est-ce que... C'est une odeur de pavot! Oh, pas bête ces envahisseurs, ils ont mis du pavot dans certains bols. Plus surprenant encore, comment le vice-chef a pu deviner ça? Plus tard, au culte démoniaque, plus précisément au manoir du Seigneur, d'innombrables coups retentissaient dans la salle d'entraînement, là où des pas se faisaient entendre. Le Seigneur du culte avait fini son entraînement. Aussitôt que ceux-ci s'empressa de l'habiller, on lui fait comprendre qu'ils ont terminé. Et bah bonjour, hein, il y a des gens qu'on paye pour simplement habiller des gens. Si c'est pas un meilleur métier, ça. Quelques instants après, que celui-ci examine les traces laissées par le démon de l'épée. Faut dire, jusqu'à aujourd'hui, il n'était pas au courant. Bien évidemment, il fallait s'y attendre. Cette technique, elle est similaire à ce type. Ah, cette personne, elle est apparue net au moment où il allait tuer le maître de la griffachicien. Et son niveau d'arts martiaux était tout bonnement incroyable. Mais le fait qu'il vienne se targuer de sa supériorité, lui disant qu'il n'est visiblement pas celui qu'il cherche, est inacceptable. Bordel! Quelle humiliation! Qui est ça encore qui me dérange? On lui fait comprendre que c'est Marakum, le gardien central. Il a besoin de lui parler en urgence. Ok, il va le suivre dans quelques instants. Plus tard, au bureau de ce dernier, le gardien central venait de finir de faire son rapport. Ils se sont bien débarrassés des vases du banquet depuis une énorme falaise. Il est vraiment sûr que personne ne les retrouvera là-bas? Bien entendu, ils se sont débarrassés comme il se doit. De plus, ils ont remplacé ces vases par des nouveaux.
Oh oh, bon travail! Grâce à sa découverte des vases empoisonnés, le culte aura définitivement une avance sur cette alliance du Murim. Qu'en est-il du physicien démoniaque? Est-ce qu'il enquête toujours? En effet, même si l'enquête n'avance pas. Bien sûr, ils ont camouflé toutes les preuves. Ils ont laissé le physicien démoniaque et le vice-chef enquêter sous les yeux de la stratège pour qu'il n'aille pas se plaindre. Qu'il renvoie immédiatement le vice-chef et le physicien démoniaque et met tous les membres du Murim en prison. Mais à la porte, à le plus gros désarroi, le physicien démoniaque demande une audience avec le Seigneur. Ah, il tombe à pic. Qu'il entre. Encore une fois, désolé pour le dérangement, mais c'était urgent, il fallait qu'il le voie. Mais pas de ça entre eux, qu'il lui dise juste comment l'enquête avance. Mais à son plus gros désarroi, on lui fait comprendre qu'ils ont trouvé de nouvelles preuves concernant l'hypnose. Mais comment ça, de nouvelles preuves? En effet, la preuve est cette coupe d'alcool. En fait, ils ont trouvé des crasses de pavot et une substance hallucinogène dans certaines coupes. Bon sang, il a juste eu le temps de vider les bouteilles, mais pas les coupes. Quant au Seigneur, il aurait dû prévenir le physicien démoniaque de son plan. Il a fait une grave erreur. Il voulait à tout prix que l'enquête semble naturelle aux yeux de tous, mais maintenant il regrette. Il aurait dû être au parfum depuis le début. Il peut savoir qu'il a découvert le brillantissime vice-chef. Hein? Encore lui? Le physicien continue disant qu'une fois que ces substances sont ingérées, les gens deviennent vulnérables à l'hypnose. Mais toutefois, il y a quelque chose qui le tracasse, s'il peut se permettre. C'est la quantité de drogue retrouvée. Remarque, en tant qu'expert, il faut consommer beaucoup de pavot pour tomber sous hypnose. Mais là, quand ils ont vérifié les bouteilles, il n'y avait rien. Mais avant qu'il ne finisse de dire, on interpelle le gardien central, lequel s'engénoie sur le champ. Maintenant que les causes ont été trouvées, il libère les invités. Et pour ce qui est du vice-chef, qui lui demande d'arrêter d'enquêter. Oh, Bergson venait de comprendre. Le Seigneur a sans doute pris les choses en main et a voulu étouffer l'affaire. Il allait signaler un espion au sein du manoir, mais au vu de la situation, ce n'est plus nécessaire. Plus tard, à la cuisine du manoir, pardon, le Seigneur lui demande d'arrêter d'enquêter. En effet, à vrai dire, ce sont eux qui ont dissimulé les bouteilles par ordre du Seigneur. Pardon, il a réussi à manigancer tout ça pendant ce chaos. Et lui, il est au courant depuis le début, comme il a si bien dit, oui. Ah, il suppose que ce sont eux qui ont remplacé les bouteilles alors. En effet. Mais nos créneaux n'est pas d'accord. Ils auraient dû laisser quelques bouteilles, non? Ça aurait servi pour des recherches contre l'hypnose. Peut-être qu'il parle un peu trop et les choses qui ne le regardent pas. Il va le laisser à ses occupations. Le gardien central était déçu que le plan du Seigneur tombe à l'eau, mais là, ce n'est peut-être pas une mauvaise chose d'avoir des traces de pavot pour l'avenir. Par ailleurs, un garde fait comprendre à ceux-ci qu'ils sont libres maintenant. Ouf, quel soulagement, enfin libre. Bah oui, c'est vrai, dans leur position, ils ne peuvent pas annuler l'alliance et les déclarer la guerre, non? Évidemment, évidemment. Mais celle-ci a compris qu'avec cet incident, le culte a désormais l'avantage sur l'alliance. Le vice-chef a pris la bonne décision en ne cachant pas la vérité. S'il n'avait pas déjoué les plans du clan du sabre, ça aurait fini en bain de sang. Selon elle, c'est l'homme à suivre dans le culte démoniaque. Elle promet de lui rendre sa pièce un jour. 4 jours après, l'alliance vertueuse a été établie et annoncée à tous les membres du culte. Évidemment, la plupart n'étaient pas d'accord à cause des nombreux dilemmes d'antan. Mais au même moment au palais, le Seigneur les demande s'ils partent aujourd'hui. Si c'est à cause de la réaction de leurs membres, ils n'ont pas à s'inquiéter. Mais rien à voir, elle fait comprendre au Seigneur qu'ils ont beaucoup de choses à régler. Elle le remercie tout de même pour son hospitalité. Mais intérieurement, les deux maîtres savent pourquoi ils doivent rentrer en urgence. Il faut qu'ils découvrent qui est le traître. Celle-ci se permet quand même de lui donner une invitation de la part de son chef. C'est pour le tournoi des arts martiaux. Oh oh, qu'il lui remercie de sa part quand elle le verra. Bien évidemment, elle lui passera le message. Mais le gardien central vient interrompre le Seigneur puisqu'il est bientôt midi. Il doit se rendre à la grande cour. Le chef du clan Wassan lui dit qu'ils vont le laisser à présent puisqu'il semble très occupé. Et bah, bon voyage alors.
Évidemment qu'ils sont pressés, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un espion dans leur rang. À 13h30, à la maison des invités du clan des fantômes volants, et Obong n'en revient pas. Le seigneur a tout annoncé à la grande cour aujourd'hui, mais à part la nomination du vice-chef, Goangel trouve ses écranges lui aussi. Bah oui, c'est vrai, son discours à la grande cour est censé donner toutes les informations importantes du conseil. Mais si la promotion du vice-chef n'a pas été mentionnée, alors il pense que le seigneur a changé d'avis. Mais comment est-ce possible? Le vice-chef a pourtant gagné le tournoi des héritiers et a même trouvé certains témoins. Le seigneur n'a pas le droit de le refuser comme ça lui chante. L'aîné ne sait pas si le seigneur a changé d'avis, mais avec son autorité, tant que les 6 grands clans sont d'accord, son autorité fait loi. S'il a bien compris, son père peut rejeter sa promotion si personne ne s'y oppose. Il ne semble même pas troublé au vu de la situation. Ça n'a même pas l'air de le déranger. Ah, au fait, l'aîné voulait l'annoncer quelque chose plus tard, mais il est temps. Comme il le sait déjà, ils ont tenté de recruter les membres du clan de l'obscurité. Seulement quand ils se sont rendus là-bas la nuit dernière, il n'y avait plus personne. Quoi? Les 4 grands clans restants, ils ont fait quelque chose? Il a moitié raison. En fait, c'est le manoir du seigneur même qui agit. Quoi? Le seigneur a envoyé ses hommes? La moitié des forces de l'obscurité a été donnée au clan de l'épée et l'autre au clan de la lame. Quoi? Le seigneur lui-même qui a renforcé ces 2 clans? Il cherche à déprimer son fils ou quoi? Ah, bien sûr que non. Il veut juste conserver l'équilibre. Qu'est-ce qu'il entend par équilibre? Il les a renforcés pour mieux le contrôler. Et la raison pour laquelle il n'a pas annoncé sa promotion aujourd'hui, c'était pour montrer aux 4 grands clans qu'il reste encore une chance. En d'autres termes, il le force à s'affronter. Et Obong est dégoûté. Mais comment le seigneur peut-il faire une telle chose? Ce gamin est tout ce qui est plus intéressant. Il a vite compris. Le seigneur est un homme sans pitié qui se moque de sa famille et de son clan. C'est quelqu'un qui voit tout le monde comme un pion pour mieux protéger son pouvoir. Revenant vite à la raison, ils se sont rendus compte que même si le seigneur est le père de notre protagoniste, il n'est pas le allié. Mais celui-ci a quelque chose à les dire. Est-ce qu'ils peuvent le faire confiance quoi qu'il advienne? Tout le monde restait abasourdi au vu de sa question. C'est bien la première fois qu'il les demande quelque chose de la sorte. Il continue. Il y a beaucoup de problèmes dans les cultes. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est lui donner toute sa splendeur du temps de sa création par le fondateur Shioma. Même si pour cela, il doit s'opposer au Shioma actuel, qui lui fasse confiance quoi qu'il advienne. Mais oh là là, quelle que soit la décision que son seigneur prendra, et Obong le suivra toujours. Goangel aussi est du même avis que Obong, il le suivra même en enfer. Alors là mon ami, faut pas me demander ce genre de choses, parce que moi je suis personne. Bah ouais, en enfer, qui voudra le suivre en enfer? Peut-être qu'il ne le savait pas encore, ceci le jure, une loyauté, une fidélité absolue. Ah, avec ça, notre protagoniste est plutôt ravi. Mais que compte-t-il faire maintenant? Parce qu'affronter les 4 grands clans restants, ça serait un peu trop. Mais bien sûr que non, ils vont changer d'approche. Est-ce qu'il a une meilleure idée? Si son père souhaite un équilibre, lui va s'en charger de le briser tout simplement. De ces mots, Minkum restait bien perplexe au vu de la situation. L'aîné a vite compris. Il va bientôt développer les forces avec le clan des griffes démoniaques. Bien sûr, il le faut. C'est lui s'il fait comprendre que dans ces cas, lui va aller rendre une petite visite au chef du clan de l'épée illusoire avec l'aîné Samaoi. Il lui remercie pour son dévouement. Avec ça, notre protagoniste va se rendre au clan des griffes démoniaques accompagné de Minkyu, Goangel et Nedeyon. Et pour ce qui est des autres, ils vont s'occuper des clans inférieurs et supérieurs. Mais Obong n'est pas d'accord, mais lui aussi veut l'accompagner. Oh merde, avec ce regard, notre protagoniste se rend compte que ça serait impossible de lui dire non. Ok, c'est bon, il peut venir. Il savait bien que son seigneur ne pouvait le laisser. Mais Goangel fait comprendre à son seigneur qu'ils doivent prendre et qui avec lui, parce qu'à eux deux, ça sera largement suffisant. Qu'il s'occupe bien de leur seigneur, tel un baby-sitter. Ah, si le vice-chef n'était pas devant eux, il devait le fracasser son visage, l'autre. Nord-ouest du manoir de Shioma. Mais chef de clan, rapport de la garde. Ouah, mais il a fait peur. Mais pourquoi il hurle comme ça? Eh bah c'est le vice-chef, il demande à le voir. Pardon? Qu'il prévient tout de suite l'intendant et prépare la résidence des invités. Qu'il note bien que tout doit être parfait, car c'est son poste qui est en jeu. Xiong Yo venait d'arriver à la résidence des invités. Eh bah, Ming, tu fais les présentations. Elle fait comprendre que voici le manoir de son clan. Et Obong lui fait comprendre qu'il n'a vraiment aucun sens artistique. Mais là, c'est vrai
vraiment incroyable, n'est-ce pas? Le seul loisir de son grand-père, c'est le jardinage. Mais à les plus gros désarroi, le 8e aîné venait de faire son apparition, se présentant sous le nom de Myong, saluant ainsi tôt le vice-chef. Bien entendu, notre héros est enchanté de le rencontrer, mais celui-ci observant bien Minkyu, elle porte toujours ce foutu masque, hein. Revenons à les moutons, il va les conduire à la résidence des invités, s'il veut bien le suivre. Évidemment, notre protagoniste ne serait pas pour un nom. Mais derrière, on lui hurle qu'il y a urgence avec un garde. Encore lui? Mais il veut quoi encore? En fait, il s'agit là du 3e et du 4e aîné, suivi du jeune maître Shion Mukum, qu'il demande à le voir. Quoi? Maintenant? Mais Shion le fait comprendre qu'il n'a pas à s'inquiéter pour eux, qu'il fasse ce qu'il a à faire. Mais celui-ci s'empressa de le remercier pour sa considération. Le 8e aîné fait comprendre à son garde qu'il les amène dans un autre bâtiment, le temps pour lui de finir avec le vice-chef avant de les rejoindre. Et à partir de là, les heures se sont écoulées. Mais quel bel endroit! Shion fait comprendre au 8e qu'il a vraiment un don pour le jardinage. Oh, mais ce n'est qu'un passe-temps. Il dit à ce dernier qu'il a fait préparer un dîner pour l'occasion, qu'il parle à table si ça le convient bien. Waouh, avec toute cette bouffe, et bon, on va se régaler. Mais au fond, ils ont toujours eu des problèmes avec les visites lors de les précédentes rencontres avec les aînés. Et puis, on dit que l'aîné Myong a une petite fille, ça doit être la petite sœur de Minkyu. Oh, il espère qu'il va pas forcer le vice-chef à épouser leur fille, comme l'aîné Samaoi, hein. Mais le garde fait comprendre à ceux-ci qu'ils ne peuvent pas faire ça, il y a d'autres invités ici. Le 8e est plutôt abasourdi, mais qu'est-ce qui se passe encore? Il s'agit là de Bu Xiaoliong, chef du clan de la lame et 3e aîné, suivi du 4e aîné, Jagum Xiong, chef du clan des enfers. Et en dernière position, comme vous le doutez bien, Shion Mukum, le dernier candidat héritier. Rien que le fait que ce pourri gâté soit là, notre protagoniste s'arrache déjà. Celui-ci s'excusant auprès de son vice-chef, il lui demande un instant. Par la suite, il salue les autres aînés, le jeune maître Shion Mukum. Il les avait demandé pourtant de patienter un peu, il avait des invités. Pourquoi une telle impolitesse? Mais toutes les excuses, ils ont entendu que le vice-chef était ici. Il se devait tout de même de le saluer, non? Est-ce qu'ils peuvent aussi le rencontrer? Mais bien sûr qu'ils fassent comme bon les sent. Alors que notre protagoniste poireautait son thé, les deux autres le saluèrent avec respect. Mais son regard était braqué sur quelqu'un, faisant frissonner ce dernier. Et bah lui aussi s'empressa de présenter ses plus sincères salutations au vice-chef. Mais au fond, pourquoi doit-il courber l'inchine devant ce bâtard? On lui demande s'il lui aussi est ici pour faire affaire avec l'aîné Young. Évidemment, notre protagoniste devait discuter de quelque chose avec lui avant qu'il n'arrive. Oh, il voit eux aussi attendre une réponse de sa part. Mais le 8e ne comprend pas. Est-ce qu'il peut bien s'expliquer? Oh, mais qui ne l'embarrasse pas ainsi? Dernièrement, ils ont envoyé un aigle messager, non? Qu'ils ne le disent pas quand même qu'il a tout oublié. Mais c'était il y a super longtemps. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il les avait répondu qu'il devait réfléchir, non? Voilà la raison pour laquelle le jeune maître Shion Mukum est venu rendre visite à sa petite fille. Il les avait dit qu'il réfléchirait pour ne pas paraître impoli. Il ne savait pas que ça allait générer de la sorte. Mais notre protagoniste interpelle ce dernier, lui faisant comprendre que dans un mariage, c'est le souhait des intéressés qui compte. Restant perplexe une seconde. Évidemment c'est vrai, c'est le souhait des intéressés qui compte. Et pour ce fait, il va laisser à sa petite fille le choix de décider. Pouf, le 3e aîné voit que le 8e se trompe. Une fille ne peut pas refuser le fils du Seigneur. Il se met dans son piège tout seul. Mais des pas se faisaient entendre. Là où Minkyu s'avançait. Mais pourquoi ce bouffon les drôles s'avance, hein? Mais à les plus gros désarroi, celle-ci venait d'enlever son masque, laissant le 3e aîné dans une transe d'incompréhension, suivi du 4e qui était tout bonnement choqué. Et pour ce qui est de Shion Mukum, il avait perdu son français au vu de la véritable apparence de Minkyu. Alors là, Baeki n'en revient pas. C'était un masque. La ravissante jolie fille se présente à son tour sous le nom de Minkyu, les faisant comprendre qu'elle est la fille de l'aîné Myong. Attends, c'était une fille? Et au bon qui était tout bonnement au ciel quand il pense que depuis tous ces temps, elle a vu toute nue. Merde!
Mais pourquoi lui a dit ces choses à l'académie? Le troisième aîné est plutôt ému. Il n'aurait jamais cru qu'une jolie fille se cachait derrière ce masque. Enfin, s'il avait ce même visage, il se cacherait probablement. Le quatrième aîné félicitait même déjà son neveu. Il va épouser une jolie beauté. Même Minkyu refuse de se taire. Elle fait comprendre que quand elle voit le jeune maître Shion Mikum, ça lui rappelle ce qu'il lui disait à l'académie. Alors comme ça ils se connaissent déjà, ça va faciliter l'affaire. Oui, à chaque fois qu'elle refusait son offre, il lui disait toujours qu'il va exterminer son clan s'il devenait vice-chef. Encore heureux qu'il était échoué. Quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Quel clan? Quand est-il exterminé au juste? Prenant la parole, le troisième aîné lui fait comprendre qu'il était encore trop jeune à ce moment-là. Il a parlé à tort et à travers. C'est pas une excuse. Mais le quatrième aîné lui demande s'il veut vraiment que ça te génère. Pourquoi pas? L'énergie de ces deux colossales grands maîtres venait d'être relâchée. Mais le troisième les demande de calmer les pulsions mercurielles au plus vite. Ils sont en présence du vice-chef là, ils ont oublié. C'est vrai qu'il comprend le huitième, mais il faut le comprendre. À l'époque, il était immature, c'est moi à vos connaissances. Et puis, qui sera assez idiot de venir provoquer le clan des griffes du dragon démoniaque? Sauf qu'intérieurement, il s'est dit qu'il n'a plus le choix. Il voulait garder ça pour lui. Et le vent, comme quoi le huitième était à la recherche d'un talentueux médecin depuis des années déjà. Donc, si sa petite fille épouse le jeune maître Shion Mikum, ceci sera son cadeau de mariage. Celui-ci était tout bonnement abasourdi. C'est bel bien le médaillon pour rencontrer le physicien divin. Il n'oserait pas mentir là-dessus en tant qu'aîné. Mais comment peux-tu lui offrir quelque chose d'aussi précieux? Ils n'ont pas encore eu le temps de se parler, qu'avoit-il? Les 4 grands clans restants ont choisi le jeune maître Shion Mikum comme les successeurs communs. Pardon? L'héritier des 4 grands clans? S'il a bien compris, les 4 grands clans veulent en faire un vice-chef candidat. Et par-dessus tout, Minkyu a déjà prêté serment au vice-chef. Mais avec ce médaillon, il pourrait soigner la maladie de Minyu. Putain, c'est difficile que ça à choisir. Shion Yeun. Il voudrait que les aînés lui soient loyaux sans rien offrir en retour. Et ils ont ce qu'ils désirent. Et ils ont déjà gagné. Alors, est-ce que l'aîné Muyong approuve cette union? Mais la main de nos coprotagonistes attrapée, celle-ci la hurle qu'elle appartient déjà au vice-chef. Et bah tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Jusqu'à nos coprotagonistes étaient tout bonnement abasourdis. Et bon, qui comprennent que le Seigneur n'a pas perdu de temps, hein? Mais ceci fait comprendre au Seigneur qu'elle est désolée. Elle n'avait pas d'autre idée. Ouf, elle lui a fait peur. Alors, c'était pour ça. Mais ce dernier, observant bien Shion Mikum, alors que ce dernier est en train d'enrager, il se permet quand même d'enlacer Minkyu qui était déjà près de lui, telle une tomate. Il ne supporte plus. Cet enfoiré, il lui a déjà tout pris. Il faut dire que le vice-chef ne joue pas fair play. Il affiche même un sourire narquois. Bordel, il se moque de lui. Mais à la vitesse de la lumière, une lame s'était placée devant Shion Mikum, lequel cesse lui demande de baisser ses pulsions meurtrières. Quoi? Une vulgaire garde a osé lever son épée sur lui. Elle ne sait pas qui il est. Mais celle-ci lui fait comprendre qu'il avait des pulsions meurtrières envers le vice-chef. Ah, mais c'est vrai ça. Il lui avait pourtant demandé de garder son calme. C'est le dernier descendant des 6 clans réunis, encore apte. Il faut vraiment qu'il se calme. Elle lui menace, cette salope. Attends, il ne peut pas bouger le pouce d'un vulgaire garde. Mais c'est qui encore? Cette salope. Il faut dire quand Shion Yeun a obtenu le poste de vice-chef et tué Moon Ji-on, un maître du clan du sabre, les 4 grands clans restants se sont sentis extrêmement menacés. Seulement le Seigneur les a donné un espoir. Le poste de vice-chef peut changer à tout instant. Ironiquement, Shion Mikum a été choisi. Et ça parce qu'il est encore intact comparé aux autres. Et maintenant, il y a cette salope qui lui prend la tête. Non mais pour qui elle se prend cette garce? Elle a perdu la tête. Merde, cet enfoiré de vice-chef. Il a découpé le premier nez pour une simple menace. Il va profiter de la situation. Le genou à terre, qu'il ait pitié du jeune maître Shion Mikum et le pardonne pour sa sottise. Ah ouais? Et pourquoi il ferait ça, hein? Que sa garde exécute ce dernier sur le champ. Bien, elle va exécuter l'autre. Mais ce dernier dit qu'il va pas se laisser faire, sauvant la mise à ce foutu connard. Ce qui lui permet de prendre de la distance. Mais celle-ci s'était déplacée une fois de plus, lequel on lui demande d'arrêter sur le champ. Évidemment, il n'en a rien à carrer avant de porter un coup sur celui qui bloque l'inévitable.
Seulement après quelques mouvements, celui-ci a quand même réussi à la parer de justesse. Bordel, un garde avec un tel niveau. Mais on lui hurle d'arrêter sur le champ. Sinon, alors comme ça on ne respecte pas ses ordres, hein. En guise de punition, il va trancher la tête de ce bouffon lui-même. On lui hurle ici qu'il a compris. Ils vont laisser tomber le mariage. Sur ces supplications, le vice-chef s'est arrêté. Il faut dire que Sean Mikum s'était littéralement chié dessus. Bah oui, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de se faire buter par son ennemi juré. Le troisième lui fait comprendre qu'ils feront tout ce qu'il voudra. Pas pitié, qu'il baisse son arme. Oh, dans ce cas, qu'il lui donne le médaillon pour rencontrer le physicien divin. Merde, c'était ce qu'il visait. Mais intérieurement, le troisième se dit qu'il n'a plus le choix. Il doit sauver Sean Mikum à tous les coups. C'est bon, il peut le prendre. Mais pas pitié, qu'il fasse preuve de bonté. Bien évidemment, il va faire preuve de bonté puisqu'en politique, il faut connaître les besoins des autres pour mieux tirer des bénéfices. Quoi? Bon alors, je vous explique. Pour ceux qui n'ont pas compris la réaction du troisième aîné. Un peu plus tôt, alors qu'il était en train de montrer le médaillon du physicien divin, le quatrième aîné lui a fait comprendre par télépathie qu'il apprend beaucoup de lui. Il lui a même félicité pour son coup. Toujours par télépathie, le troisième lui a fait comprendre qu'en politique, il faut connaître les besoins des autres pour mieux tirer des bénéfices. Malheureusement pour eux, notre protagoniste peut comprendre tous les télépathes. Seulement voit-il, ce médaillon ne suffit pas pour rembourser ses pertes. Alors, je sais pas pour vous, mais pour moi, notre protagoniste n'est pas un enfant de cœur. Alors moi, je n'ai pas aimé. Il aurait carrément dû accepter les excuses et faire comme si de rien n'était. Vous ne trouvez pas? Je me trompe? C'est lui qui venait de comprendre la tragédie futuriste. Puisqu'à une simple fraction de seconde, à son plus gros désarroi, le bras de Sean Mikum avait été tranché, mettant au bon que Minkyu et son vieux dans une trace d'incompréhension. Le bras de celui-ci tombait. Mon bras! Ah, cet enfoiré! Il voulait faire ça depuis le début qu'il sait que c'est les successeurs, hein? Un problème? Non, bien sûr que non. Il le remercie pour sa bonté. Putain, il faut qu'il se calme. Il pouvait bien tuer Mikum quand il a libéré ses pulsions meurtrières. Si ça continue comme ça, ils vont tous mourir ici. Il fait comprendre au vice-chef que Sean Mikum se trouve dans un sale état. Ils vont prendre congé de ce pas si ça le gêne pas. La queue entre les jambes, les deux aînés étaient rentrés bredouilles. À peine je suis parti, notre protagoniste est désolé d'avoir couvert son jardin de sang. Il espère que ceci lui sera utile. C'est lui qui le fait comprendre qu'il sera éternellement reconnaissant de sa bonté. Mais ce n'est rien, qu'il se lève. Pour le huitième, il est tout bonnement ébahi. Cet homme est chaleureux et gentil alors qu'il vient de trancher le bras de son frère. Minkyu, elle a bel et bien un don pour choisir un bon parti. Il espère être à la hauteur. À la surprise de notre protagoniste, le clan des griffes du dragon démoniaque prête allégeance au vice-chef. Bien, c'est ce qu'il attendait. Quelques minutes plus tard, les gens ont même oublié qu'il y a eu du grabuge plus tôt. Bon, vice-chef, il voulait lui dire quelque chose. Alors bon, il se lance. Quand est-ce aura lieu le mariage, hein? Mais Minkyu hurle à son grand-père d'arrêter de l'embarrasser de la sorte. Et au bon, félicite même déjà son seigneur. Il va se marier. Il espère qu'ils auront des bébés bien plus tôt. Seulement Sean Yeun et Minkyu ont eu beaucoup de mal pour dissiper le malentendu. Mais le huitième ne pouvait cacher sa déception en apprenant la vérité. Sauf qu'il ne s'est pas laissé abattre. Il y a vraiment quelque chose entre ces deux-là. Il faut qu'il garde un œil sur eux. Mais derrière, il demande à celle-là d'amener Minyu. Mais Sean lui demande pourquoi faire venir son petit-fils ici. Ah, ça? Puisqu'ils sont maintenant une famille, il ne doit rien lui cacher. Pour dire vrai, il avait un fils nommé Minxion. Ce dernier a perdu la vie face aux forces maléfiques dans la province de Xinchuan. Malheureusement pour eux, sa belle-fille était enceinte de son fils. Quand elle a appris la nouvelle, elle a eu des complications avec la grossesse. Heureusement pour Minkyu qui est né en bonne santé, mais son frère jumeau est né avec une déficience intellectuelle. Mais ensuite, sa belle-fille a perdu la vie. Pourtant, depuis des années, il essaie bel et bien de soigner Minyu, mais ses efforts ont été réduits en vain. Il remercie le vice-chef une fois de plus de l'avoir aidé à rencontrer le médecin divin. On fait comprendre au chef de clan que le jeune maître est arrivé. Père. Ouah, ceux-ci comprennent que le masque de Minkyu était donc à l'affiche de son frère. Alors que Minkyu embrassait son frère, le huitième lui demande d'arrêter de faire l'enfant, qu'il salue immédiatement le vice-chef puisqu'il l'a énormément aidé. Ravi de vous
rentré. Nos héros étaient tout bonnement abasourdis. Mais le vice-chef demande la permission au 8e aîné. Est-ce qu'il peut examiner son fils? Mais bien sûr qu'il fasse comme bon le semble. Pourquoi? C'est le mot plus gros désarroi de Min-Yu. On lui fait comprendre que ça va faire un peu mal. Puisqu'il ne l'homme vague venait d'être déchargé sur son crâne. Mais qu'est-ce qu'il fout? Bon alors, pour ceux qui n'ont pas compris, je vous explique. Un peu plus tôt, alors que Min-Yu venait de se présenter, nos protagonistes a demandé à la nanomachine s'il pouvait le soigner. La nano lui fait comprendre qu'après recherche, plus de 24 millions de personnes souffrent de cette maladie. Alors, pour un diagnostic précis, il faut qu'il touche la tête de Min-Yu avec ses mains. Oh, c'était bel et bien la première fois qu'il voyait une telle chose. La nanomachine lui fait comprendre que la circulation du sang est bloquée au point rouge. Tout ce que nos protagonistes ont à faire, c'est de poser ses doigts sur l'endroit stimulé. Bon, en gros, vous avez compris, non? Non? Bah, je m'en fous, moi je continue. Qu'est-ce qu'il fout? La douleur dans le corps de Min-Yu avait atteint son paroxysme, là où le 8e n'était plus en place. Mais à son plus gros désarroi, on a stoppé le chemin. Dégage de la salope! Seulement c'est lui demande de faire confiance au vice-chef. Non mais elle est demain ou quoi? Elle ne voit pas qu'il risque de mourir. Mais celui-ci venait de trébucher alors que son grand-père partait à sa rescousse. Mais qu'a-t-il fait? Il a perdu la tête! Mais à sa grande surprise, la main de son petit-fils s'est vue serrer la sienne, lequel celui-ci lui fait comprendre sans bégayer qu'il a énormément mal à la tête. Quoi? Comment est-ce possible? Son regard est différent. Il a même changé sa façon de parler. Il ne bégaye plus. Enlaçant son petit-fils, il lui fait comprendre qu'il est heureux. Ouah, et bon, confirme que son Seigneur est vraiment incroyable. Ben, qui savait qu'il avait des connaissances médicales incroyables quand il a soigné à l'académie. Comment il peut se mesurer un dieu pareil? 2 heures plus tard, à la sortie du clan des griffes du dragon démoniaque, c'est lui qui fait comprendre au vice-chef que ce médaillon ne lui sert plus à rien, puisqu'il a déjà soigné son petit-fils. Peut-être que ça lui servira un jour. Maintenant que le 8e lui a prêté allégeance, il confie la garde de ses enfants au vice-chef. Mais celui-ci, observant bien Min-Yu, il n'arrête pas de se souvenir de cet instant. Mais quelle était cette émotion qu'il a ressentie? Son cœur n'arrête pas de battre. Il se demande bien si Min-Yu est un subordonné loyal ou autre chose. À 18h, à la résidence des invités du clan des fantômes volants, le 11e aîné lui demande si ça s'est bien passé. Alors que notre protagoniste se demande si c'est l'argent qui s'est fait passer pour le 12e aîné. Mais le 11e est plutôt surpris. Oh là là, sa nièce a enfin laissé tomber ce masque. Il faut dire que son joli visage lui va bien. Mais il le félicite tout de même puisque le clan des griffes du dragon démoniaque lui sera très utile. Évidemment, c'est grâce à Min-Yu. Et de son côté, ça avance. Toutes ces excuses, ces hommes sont allés rendre visite au clan de l'épée illusoire. Mais ceux-ci sont arrivés alors qu'il y avait un invité. Est-ce qu'il sait qui ça pouvait être? Parce que lui pense que c'est le clan de l'épée ou le clan du son. Attends, mais comment est-il au courant? Ah, il en était sûr. Bon, qu'il laisse tomber. Et celle-ci, il peut lui dire ce qu'elle fait là. Oh, en fait, il allait venir. L'interpellant sous le nom de Neyoung, on lui demande de se présenter. Saluant ainsi tout le vice-chef, elle lui fait comprendre qu'elle se nomme numéro 24. Quelqu'un s'est introduit dans le manoir du clan de l'épée démoniaque meurtrière. Pardon, elle est sérieuse? Elle lui demande si c'était un intrus. Non. 2 heures plus tôt, alors qu'elle était dans son bureau, un homme l'a interpellé par télépathie. Ce qui lui a poussé à sortir un instant alors qu'il n'y avait personne à la résidence. Il lui a fait bien comprendre qu'elle devait faire comme si de rien n'était. Elle doit se comporter normalement. S'il s'est rendu jusqu'ici, c'est pour lui dire que la date s'est avancée de 10 jours. Et c'est ainsi que la transmission s'est arrêtée et elle a trouvé aucune trace. Et puisque cela va donc au-delà de ses responsabilités, elle a trouvé juste de venir les informer. Interpellant nos protagonistes, elle fait comprendre que 10 jours, c'est aujourd'hui. Oh, s'il se précipite, c'est qu'il a dû se passer quelque chose. Parfait! Il a hâte de le rencontrer. À minuit, au sommet du mont Yobun, la 10e se dirigeait vers les 10 lieux, lequel arrive à bon port. Se demande si elle est la première. Le chef du clan de l'épée lui fait comprendre qu'ils étaient 3. Maintenant, ils ne sont que 2. Il semblerait qu'elle a dû faire des progrès. Mais celle-ci lui fait comprendre qu'elle ne parle pas aux descendants des traîtres.
Oh, toujours la même celle-là. Mais au fond, il s'est dit que ça ne changera rien, puisque les derniers enseignements du démon de l'épée appartiennent désormais à son clan. Mais l'anonyme les remercie d'être venu aussitôt, même après le changement de la date. Celle-ci n'arrive pas à comprendre. Elle est bel et bien devenue un grand maître, mais n'arrive toujours pas à le jauger. Et on dirait qu'il est déjà au courant de la mort du premier-né. Qui est-il réellement? Il va aller droit au but. Mais celui-ci n'a même pas laissé le temps, lequel s'est agenouillé sur le champ. Mais qu'est-ce que cela veut dire? En tant que deuxième aîné du culte démoniaque connu sous le nom de Xion-Bonji, il salue le seigneur du culte. Ce bonhomme me demande beaucoup d'efforts. Il faut toujours que j'explique tout. Il y a 3 ans, alors que l'anonyme les montrait cette incroyable technique, il s'est rendu compte qu'elle est similaire à celui du seigneur. Sans compter que c'est le seul à connaître les secrets de son clan. Seulement il le fait comprendre qu'il a tout faux. Mais qu'est-ce que... Oui. Qui va là? Xion-Bonji ne comprend rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Il les demande lequel d'entre eux a brisé sa promesse. Avant de balancer une vague d'énergie, tranchant les ailes, mettant Xion-Bonji dans une transe d'incompréhension. Le pateri, notre protagoniste venait de faire son apparition. Il pensait avoir bien dissimulé son ego, mais il a quand même trouvé. Cette salope, c'est elle, n'est-ce pas? C'est elle qui les a trahis. Mais elle lui fait comprendre qu'elle ne voit pas de quoi il parle. Il fait comprendre à l'anonyme que c'est pas lui, c'est elle, c'est cette salope là qui les a trahis. Lui, il a tenu sa promesse qu'il enseigne les techniques du démon de l'épée. C'est trop tard. Dès l'instant où la promesse a été rompue, ils ne sont plus fiables pour les 24 épées démoniaques. Mais non, attendez, Seigneur. Mais à son plus gros désarroi, on le fait comprendre qu'il ne passera pas. Non, mais cette putain de salope. Alors comme ça, il révèle enfin son véritable visage. En une fraction de seconde, les deux se sont changés une multitude de coups, là où celui-ci n'arrive pas à comprendre. Quoi? Depuis quand elle est aussi forte? Putain, mais elle a bouffé quoi ce matin? Quant à Xion à la poursuite de l'anonyme, il s'est rendu compte qu'il ne peut pas le rattraper. Il faut qu'il trouve autre chose. La nanomachine traçant la trajectoire de ce dernier, nos coprotagonistes prient tous les dieux pour que son attaque marche. Puis sauta de l'autre côté alors que celui-ci continue à son assaut. Dommage, il n'a même pas pu transmettre les 24 épées démoniaques. Peu importe, il y a déjà un autre héritier. Mais à sa plus grande surprise, le coup de notre protagoniste était vraiment du gros n'importe quoi, là où l'impact était ridicule. Déviant l'attaque de ce dernier, notre protagoniste avait rencontré pléthore d'arbres. Merde, il ne va plus jamais faire ce genre de truc. La nanomachine lui fait comprendre que la régénération automatique a été enclenchée. Merde, celui-ci n'arrive pas à croire. Ce gamin est un taré. L'anonyme ne comprend pas. Il lui a vraiment sauté dessus depuis là-haut. Bien vu, impossible, il ne comprend pas, c'est impossible. Il a vraiment calculé sa trajectoire exacte depuis là-haut. Est-ce qu'il a conscience qu'il est un petit taré? Mais celui-ci le fait comprendre qu'il est maintenant l'heure de faire tomber son masque. En plus de ça, il est courageux, c'est bien. Mais est-ce qu'il sait qu'il risque sa vie rien que pour ça? De toute façon, ça ne changera rien. À l'assaut de ce dernier, notre protagoniste a compris que ses mouvements sont plus puissants que les siens. S'il veut vraiment remporter ce combat, il doit à la fin. Quoi? Ce gamin maîtrise les formations du dieu du sabre? Seulement le corps des chiens ne pouvait supporter cette formation. Et la nanomachine le fait comprendre que la régénération automatique a débuté. Il a moins de négons que lui. Seulement les formations du dieu du sabre de ce gamin sont supérieures à la sienne. Dans ce cas, esquivant la deuxième attaque de notre protagoniste, deuxième, troisième, il ne compte même pas s'enfuir. Se rapprochant de sa proie, celui-ci venait d'exécuter la troisième formation du dieu du sabre. Alors que celui-ci a quand même réussi à l'esquiver, lâchant son épée un moment. Avec quelques mouvements, il venait d'enclencher la télékinésie de l'épée. Les attaques qui venaient de pléthore d'endroits mettaient Xion dans une transe d'incompréhension. Bordel de mer! Mais la surprise n'était pas encore terminée, puisque celui-ci s'était rapproché, là où son tranchant avait transpercé le torse de Xion Yeoun, lequel restait impassible à la douleur de sa proie. Tout de même, il a réussi à prendre de la distance. Il n'arrive pas à croire et dit qu'un guerrier aussi puissant se cache au culte. Est-ce que c'est vraiment le Seigneur? Bien, est-ce qu'il a compris la différence de force? Puisqu'il ne fait pas le poids, qu'il arrête de le suivre. Mais ce dernier n'avait rien à foutre de ses conneries, lequel a compris que ce gamin a toujours l'allure d'un combattant. Dans ce cas, il ne lui laisse plus le choix. Il va en finir au plus vite. Cette fois, ça ne rigole plus. Il est vraiment prêt à le buter.
balançant son épée de force vers notre protagoniste. La trajectoire de l'épée avait changé, puisque ce dernier était la source de ce déviement. Voici la télékinésie de l'épée de Shoma, 4e forme. Il doit avouer qu'il est vraiment fort, cet anonyme. Dans ce cas, lui aussi a de la réserve quelque part, puisqu'il arrive à parer les attaques de son assaillant. Mais les coups sont tellement rapides qu'il ne peut tous les bloquer. Aïe, ça ne peut pas se finir comme ça. Mais si, il fait comprendre qu'il est déjà mort. Mettant sa main en direction vers le bas, la super lame de Shoma venait de se matérialiser. Quoi, c'est impossible. De sa main gauche, il tenait l'épée de Shoma et celui de droite, sa lame fétiche. Maintenant, il va combler l'écart qui règne entre eux. La pression dans ses jambes, l'harmonie parfaite entre la formation du dieu du sabre et l'épée de Shoma venait d'être enclenchée. Ses attaques n'avaient plus aucun secret pour notre protagoniste, puisque sa détermination reflétait un dragon à deux faces du point de vue de l'anonyme. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Les deux attaques étaient entrées en collision, là où l'épée de Shoma, tellement résistant, avait brisé celui de l'anonyme. Quoi? Dégainé une dague de sa poche pour riposter. Il n'a rien compris à la puissante attaque de Jean Yehoun, lequel rencontra une immense arbre. Il en tomba pour la première fois. Et à sa plus grande surprise, il bouge, il meurt. Non mais quel monstre! L'anonyme pensait pouvoir le battre si facilement. Il n'y a qu'une étape entre un dramètre et un grand maître éveillé. Seulement c'est un gouffre. Mais lui, il a réussi à le combler en combinant ces deux techniques. Il lui demande si c'est l'épée de Shoma qu'il détient. Étant surpris de sa question, il est temps de montrer son vrai visage. Mais seulement celui-ci, d'où il sort. L'interpellant sous le nom de Vichef, il lui fait comprendre qu'il ne va pas s'enfuir. Alors qu'il baisse son arme. Cette voix, c'est le grand gardien. Le Vichef est un peu paumé à la situation. Est-ce qu'il peut l'expliquer? Tout d'abord, il doit d'abord l'avouer quelque chose. On lui a même pas laissé le temps de causer qu'une énorme explosion venait de retentir. Lequel se sont vite compris que cette puissante maléfique vient de là-haut. Merde, l'aîné Young est en danger. Effectivement, au sommet du mont Yobung, celle-ci voulait effectivement fuir le combat, car soudain on le fait comprendre qu'elle ne pourra pas s'échapper. Tous ceux qui l'ont vu sous cette apparence sont morts. Mais quel enfoiré! Mais celui-ci a disparu de sa vision, lequel se dit qu'elle doit se tailler immédiatement, alors qu'il se tenait déjà devant elle. Qu'elle réussit quand même à parer de justesse. Pourtant le coup était tellement puissant qu'elle réussit à tomber à des centaines de mètres avant de reprendre sa position. Putain! Elle n'y croit pas. Il pense vraiment survivre à l'art inversé du sang sombre. Son art divin est supérieur et différent aux autres arts incomplets. Il a supprimé les effets secondaires. Bah oui, c'est vrai ça. Elle comprend que cet art, normalement, fait perdre l'esprit. Seulement, celui qui s'éteint devant elle a encore toute sa tête. S'il dit vrai, le clan de l'épée est devenu encore plus dangereux que le culte. C'est impossible. Il doit avoir encore des effets secondaires qu'il ne veut pas révéler. Sinon, pourquoi l'aurait-il gardé jusqu'à présent? Ça suffit qu'elle crève! Pas encore! Quoi? C'est impossible! C'est tout bonnement impossible! Ça chatouille, y'en a rien d'autre! Non! Elle venait de succomber au désespoir! Elle va l'achever d'un coup! Alors qu'elle fait mal les yeux, une énorme explosion retentissait là-haut! Quoi? Elle n'est pas morte? À la surprise des deux aînés, son attaque avait été bloquée. Aïe! Il voit qu'il est arrivé juste à temps. Aïe, ce sale gamin! Recommence encore à le gêner, hein? Qu'il bouge de là, il se prend un peu trop sérieux. Il sera son adversaire. Ah, cette arrogance! Il croit pouvoir l'arrêter dans sa forme actuelle. Chion avait tellement de mal à parer toutes ses attaques, lequel a même réussi à le repousser avant de faire du ski sur les rochers. On dirait une bête, pas un humain. La technique du sang sombre est versée, sauf que lui va se débarrasser de lui une fois pour toutes. Avant d'exécuter la formation de l'épée démoniaque, deuxième forme, il va le buter. Mais notre protagoniste a quand même réussi à l'esquiver au dernier moment. Son attaque venait de frapper le sol quand notre protagoniste comprit qu'il est dans une impasse. Tout de même, il ne se laisse pas faire avant d'attaquer avec les techniques du dieu du sabre. Mais
Mais tout ceci n'a aucun effet sur son corps solide. Quoi? Même le sabre blanc ne peut le blesser? Il ne pourra même pas l'égratigner. C'est la fin! Marakum, qui venait d'arriver sur les lieux étant blessé, n'arrivait pas à croire que le vice-chef se fasse repousser au point de s'écraser sur l'énorme rocher. Marakum est plutôt dépassé, mais quelle est donc cette forme monstrueuse? Finalement, il valait pas grand-chose, ce bouffon. Mais à sa plus grande surprise, quelque chose se manigançait, qu'il frissonna. À la vitesse de la lumière, donc au protagoniste s'était déplacé, lequel celui-ci préparait même déjà sa technique. Mais la forme démonifiée de notre protagoniste ne faisait guère peur à ce fumier. Qu'il essaye de bloquer ça. Pareil pour lui. L'épée démoniaque de Shioma face au bouffon qui se croyait tout permis. Seulement il s'est rendu compte trop tard qu'il doit bloquer ça. Il ne peut pas mourir comme ça. Son torse avait été transpercé par Shion Youn, laissant ce dernier dans une transe d'incompréhension. Alors que Shion s'était versé au sol. Mais c'est impossible. Mais comment est-ce possible? La victoire revenait au vice-chef. Ouf, c'était chaud. Merde, il a oublié le grand gardien. Il a tout vu. Seulement le genou au sol. Lui, le grand gardien connu sous le nom de Marakyum, s'incline devant le nouveau Shioma. Mais celui-ci ne comprend guère. Qu'est-ce que le grand gardien est en train de faire? Attends, c'est le grand gardien? C'est simple, comme il a si bien dit. Il présente ses respects au nouveau Shioma. Elle ne comprend pas, mais de quoi il est en train de parler? Seulement, observant bien la lame que détient notre protagoniste, elle n'arrive pas à croire. L'épée de Shioma, elle, la 10e aînée, s'incline devant le nouveau Shioma. Mais qu'est-ce qu'ils font tous les deux? La 10e aînée lui fait comprendre qu'il se prosterne ainsi parce qu'il est le véritable Shioma. Au nord du manoir du Seigneur se trouve un sanctuaire avec les anciennes tablettes des anciens seigneurs. Le fondateur du culte avait laissé un message avant son ascension. C'est lui qui héritera de la véritable épée de Shioma, recevra son titre. C'est un ordre du démon suprême que même le seigneur du culte doit respecter. Jusqu'à présent, personne n'avait reçu ces titres. Et tout ceci est connu même des autres aînés. Étrange en effet, le Seigneur aurait-il caché cet ordre? Et pourquoi les autres aînés gardent le silence? Pour ce qui est du Seigneur, elle ne sait pas. Mais pour ce qui est des aînés, ils gardent le silence à cause d'une ancienne légende. On raconte que la véritable épée du fondateur Shioma avait été volée par le dieu du sabre. Et le conseil va à tout prix cacher cette honte dans l'histoire du culte. Ah ouais, s'il savait vraiment où c'était caché, il n'y aurait pas eu de contrefaction, non? L'aînéon a véritablement raison, mais lui, il y a d'autres informations. Le Seigneur a révélé la véritable raison. Des hommes sont chargés de veiller à ce que le Seigneur respecte cet ordre. Leur puissance de combat rivalise même avec celle du Seigneur, puisque c'est le fondateur Shioma lui-même qui les a transmis cet art. Ils sont toujours dans l'ombre du Seigneur et peu de membres sont au courant. Et lui en fait partie. Mais alors, c'est l'ordre du démon suprême? Oui, il est le grand gardien de la cour suprême. Et ce médaillon a été créé par le fondateur. Si ça devrait se savoir, le Seigneur le considéra alors comme une menace, n'est-ce pas? Effectivement, et pour cela le fondateur a placé une restriction sur les gardiens, une sorte de parasite. Ce parasite est conçu pour vivre dans le corps des gardiens et est commandé par un insecte à distance. Si on injecte du ki dans l'insecte de commande, le parasite tue immédiatement son hôte en répandant le poison. Le gardien continue en lui disant qu'il y a un parasite dans son cœur et son gardien. Seule sa famille connaît la méthode de création de l'insecte. Donc, quand un nouveau seigneur monte sur le trône, il lui offre cet insecte en guise de leur loyauté. S'il tente un jour de l'attaquer, ils mourront. Shion n'arrive vraiment pas à suivre et dit qu'il y avait un tel secret. Puisque le fondateur avait déclaré qu'il avait scellé le démon dans le culte, son clan a attendu des siècles et des siècles avant que le successeur apparaisse. Seulement, siècle
siècle après siècle, personne ne l'avait jamais retrouvé. Est-ce qu'il comprend? Le seul vrai grand maître des gardiens est le Chioma. Alors qu'il le bénisse de son épée de Chioma. Mais celui-ci est plutôt abasourdi. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut parler de ça. Effectivement, il n'a qu'à le toucher avec. Seul le Chioma est le véritable maître des parasites. À peine son épée s'était placée sur lui, Marakyum en souffra des douleurs immenses. Puisqu'une énorme quantité d'énergie démoniaque envahissait son corps, là où le parasite a compris qu'il était affecté. Ouvrant les yeux pleins de noirceur, lui, grand gardien du culte démoniaque connu sous le nom de Marakyum, offre sa loyauté au nouveau Chioma. Ah, qu'il aurait cru. Il dit que le grand gardien lui prête allégeance. Mais c'est lui fait comprendre que c'est bien beau de prêter allégeance, mais il lui doit plusieurs explications. Effectivement, il va tout les dire. Il y a 25 ans, le précédent seigneur a soudainement abdiqué, alors qu'il était parti s'entraîner en isolement. À son retour 5 ans plus tard, il était devenu beaucoup trop fort. En fait, il a fait la rencontre avec le seigneur le jour de sa disparition. Mais celle-ci lui demande pourquoi il n'a rien dit, simplement parce qu'il lui avait dit de garder le silence. Il lui avait même dit de ne révéler sa véritable destination. 20 ans plus tôt, à la résidence de Marakyum, l'ancien seigneur, dont le grand-père de notre protagoniste, lui avait demandé de garder secret ce qu'il va lui dire. Puisqu'il est au courant des marques laissées par le démon de l'épée, il le fait donc confiance à 100%. D'ici quelques jours, il doit partir quelque part. S'il ne revient pas d'ici 10 ans, alors qu'il oublie la volonté du démon de l'épée et transmet ses techniques au clan qui se rapproche de lui. Il est la seule personne qu'il peut faire confiance dans ce culte. Depuis donc 10 ans, le Seigneur n'est pas revenu et la suite, il la connaît trop bien. Il ne comprend pas pourquoi le précédent Seigneur n'a-t-il pas transmis ses techniques au nouveau Seigneur. Lui non plus n'en sait rien à ce sujet, mais ce qu'il sait, c'est que le précédent Seigneur disait que le Seigneur actuel lui déplaisait. Ah, elle aussi a entendu parler. Le précédent Seigneur a essayé de donner le titre de vice-chef au chef du clan des enfers, mais le Seigneur actuel, lui, vient du clan de l'épée. Alors, lors de la cérémonie à l'académie démoniaque, le Seigneur actuel a tranché et tué la plupart des autres. Il a même tranché le bras de son frère Xiong Yong-jong. Et dans le culte démoniaque, il est réputé pour être sans pitié. Évidemment, l'ancien seigneur l'avait aussi averti avant son départ. Oui, à quel sujet? Il lui a fait comprendre que s'il n'est pas rentré d'ici 10 ans, le culte démoniaque courait un très grave danger. Attends, ça veut dire qu'il connaissait déjà le clan du sabre? Ça se pourrait, oui. Lui aussi est arrivé à cette conclusion en voyant leur puissance. Ah, alors le clan du sabre peut être lié à sa disparition. Mais la 10e, interpellant le grand gardien, elle lui demande pourquoi il a avancé leur date. En fait, c'est que... Mais notre protagoniste est plutôt abasourdi. Mais pourquoi il le regarde? Mais au même moment, au manoir du Seigneur. Dans le bureau du Seigneur, une personne fait comprendre au Seigneur qu'ils ont perdu la trace du grand gardien quand il est parti vers l'ouest. Ils sont en train de fouiller la zone, mais les gardes du manoir ne suffisent pas. Ah ouais? Et les deux autres? Celui qui surveille le clan des fantômes volants l'a informé que le vice-chef n'est pas encore rentré. Pareil pour la 10e aînée. Ah, donc, ils sont encore là-bas. Mais derrière, des pas se faisaient entendre, là où celui-ci lui fait comprendre qu'il avait bien dit. Un pion doit rester un pion. Il doit agir avant que le conflit ne s'aggrave. Pour lui, Jion-Bonji ne rentrera pas vivant. Il en est même sûr. Il a dû deviner lui aussi, non? En observant ses habitudes. Mais celui-ci restait bien impassible. En tant que pion, il n'a plus aucune valeur. Il faut couper le mal à la racine. Qu'il tranche d'abord ses bras et ses jambes. Celui-ci lui fait comprendre que c'est un excellent choix. L'interpellant sous le nom de Pei Hong. Oui, Seigneur, il attend l'autre. Pas autre du Seigneur qu'il arrête immédiatement Li Wang Yong et Xiong Meng. Seulement du côté de notre protagoniste, juste avant l'aube, ils ont enterré Jion-Bonji. Et dans un endroit très caché pour qu'il ne soit pas retrouvé. Et Xiong Yo-hoon a vite récupéré son Egong en méditant. Le lendemain, dans l'après-midi, alors que notre protagoniste rentrait de sa balade nocturne,
fortune. Il fut immédiatement troublé de quelque chose. Il y a quelque chose qui cloche. Les gardes semblent tendus aujourd'hui. Il leur montre tout de même sa plaque, lequel ceci salue effectivement le vice-chef. Seulement le comportement de ceux-ci semble très louche, lequel Shion demande à la nanomachine d'interférer avec leur télépathie avant de passer comme si de rien n'était. Évidemment, d'après ce qu'ils se disent, un ordre les avait été donné. Bon, ils s'en fichent royalement. Ils savaient que le Seigneur épiait ses moindres faits et gestes. Ça doit être les prémices dont parle le grand gardien. De même, de l'autre côté, le grand gardien est escorté. Effectivement, ça fait bizarre, puisqu'il est censé être le bras droit du Seigneur. On fait comprendre au Seigneur qu'il a amené le grand gardien. Bien qu'il entre. Sans passer par quatre chemins, lui demande comment était sa balade hier soir. Oh ça, il lui fait comprendre qu'il ne savait pas que le Seigneur s'inquiétait à son sujet. Il va aller droit au but. Le deuxième aîné connu sous le nom de Jion-Bonji a quitté le culte hier soir et il n'est toujours pas revenu. Enfin, il peut se dire, mais il n'a pas fini de parler. De même, la nuit d'hier, le vice-chef a quitté le culte au même moment que Jion-Bonji. Bon sang, il n'était pas le seul. Le vice-chef était aussi espionné. Donc, vu les actions du vice-chef, on peut déduire facilement qu'il est arrivé malheur au deuxième aîné. Est-ce que le vice-chef l'a amené à l'extérieur pour l'exécuter? Parce que si c'est le cas, ça serait aller très loin pour une histoire de vengeance. Ah, alors c'était donc ça son but, hein? Trouver une simple excuse pour faire pression sur le nouveau Shioma, hein? Mais le grand gardien ne va pas le laisser faire. Il fait comprendre à son seigneur que cela n'avait aucun effet personnel avec le vice-chef. Ah, alors quoi? Il va tout lui dire. Quelques minutes plus tard, avec la sombre du sang inversé, il ne pouvait plus porter son corps. Il a donc décidé de venir faire un rapport au plus vite. Très bien, il va donc la signer des gardes du manoir qui lui rapportent le corps du deuxième aîné. Oh, celui-ci lui fait comprendre que c'est donc confirmé. Marakium le soutient aussi. Si c'est le cas, il ne suivra pas ses ordres. Mais le Seigneur lui fait comprendre qu'il a tout faux. Il va les suivre, goutte que goutte. Prenant une clé de ses mains, il était en train d'ouvrir un coffre, lequel à l'intérieur se trouvait un autre coffre. Ne comprenant pas, mais qu'est-ce que c'est? Il lui fait comprendre que c'est un exec de commande. Ça fait déjà 25 ans qu'il a reçu. Quand celui-ci l'a prêté à les gens, s'il ne l'a pas envalé, c'est juste parce que le physicien démoniaque devait l'inspecter. Il a fait d'énormes progrès. C'est dégueulasse. Il devra suivre ses ordres. À la résidence du clan des fantômes volants, on fait comprendre au vice-chef que le gardien de l'Est et le directeur de l'académie ont été emprisonnés. Et pour ce qui est de Baeki, il est devenu vice-capitaine de la brigade nordique. Quant à Go Wangel, vice-capitaine de la brigade des démons, sur l'ordre du clan de l'épée. Ah, donc ils sont tous sur les ordres des 4 clans restants. Et effectivement, il fait comprendre qu'ils ont été conduits au manoir du Seigneur ce matin. Mais au bon fait comprendre à ce Seigneur qu'il a pu éviter ce funeste destin. Ah ben non, le 11e lui fait comprendre que c'est parce qu'il ne représente aucune menace. Il continue en lui disant que ce n'est pas tout. Même l'aîné Samawi a été envoyé inspecter les branches à ce champ. La 10e lui demande si elle aussi a reçu des ordres. Effectivement, depuis le matin, les gardes n'arrêtent pas de la chercher. Mais comment le Seigneur peut-il faire ça? Il force le vice-chef à s'isoler. Encore heureux qu'on a isolé le 12e comme lui. Mais celui-ci le fait comprendre une fois de plus que c'est pour des raisons différentes. Mais le 12e aîné espère tout de même que ce n'est pas une attaque contre lui. Seulement, ceux-ci ont vite compris quelque chose. Mais celui-ci ne comprend pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ils réagissent comme ça? Ah là là, on dirait qu'il est trop tard pour tenter quelque chose. Chef de clan, une urgence. Devant les portes du manoir, il se trouve pléthore de personnes. Il y a même le chef de la brigade de l'épée sombre et un envoyé du manoir du Seigneur. Mais Shion lui demande quelle est donc cette brigade de l'épée sombre pour qu'il se mette dans cet état. Il lui fait comprendre qu'elle est gérée par le clan de l'épée sombre, l'un des doubles épées du clan de l'épée. Elles sont composées de 2 clans. L'un, le clan sombre de l'épée, et l'autre, le clan d'art de l'épée. Il y a 3 ans à l'académie, le clan d'art des épées a été démantelé, puisque certains prisonniers avaient utilisé l'art du sang sombre inversé. Seulement à présent, le clan de l'épée sombre est appelé les 2 épées de l'épée sombre. Bref, je ne sais même pas pourquoi je vous raconte tout ça. Bah oui, parce que vous avez regardé les anciens épisodes, non? C'est pas encore fait. Et puis,
Depuis un certain moment, je ne vois guère des abonnés augmenter. Vous voulez que je vienne vous fracasser le visage pour que vous appuyez sur le bouton abonner? Hein? C'est ce que vous voulez, hein? Vous voulez vraiment que je le fasse, hein? Donc, restons polis. Je sais quand même qu'on ne pourra pas arriver là, puisque vous êtes déjà abonné, non? Le 12e minute lui fait comprendre qu'ils agissent vite. Ils sont pris au piège. À la surprise de celui-ci, le vice-chef s'était levé. Lequel est au bon ne comprend pas. D'aussi loin qu'il se souvienne, sa seule rancœur envers son père est qu'il avait abandonné sa mère. Il ne pensait pas l'affronter ainsi. Avec une énorme tristesse, ça doit être le destin. Interpellant le 12e aîné, il lui demande si la chose qu'il lui avait demandé est bientôt prête. Bien sûr que oui. À l'extérieur de ce même manoir, le chef de brigade et l'épée sombre demande à Pei Hong s'ils vont finir par sortir. Mais restant bien impassible à la situation, il se demande bien au fond pourquoi ils prennent le temps comme ça. Et aussi, ils ne semblent même pas rassembler leurs forces. Alors qu'est-ce qu'ils font? Subitement, les portes s'étaient ouvertes là où celui-ci sortait, lequel on lui donna sa révérence. Tout le monde le saluait poliment, lequel firent de même. Mais derrière, le chef du clan des fantômes volants les demande pourquoi une telle agitation, mais qu'il les pardonne pour cette atmosphère menaçante. Mais ils ne sont pas ici pour l'attaquer. Que le vice-chef accepte l'ordre du Seigneur. Lui, vice-capitaine Xiang Yeun, accepte l'ordre du Seigneur. Déballant le rouleau en souriant, ils ont reçu un ordre très urgent. Il semblerait que le clan du sabre se dirige à la province de Xichang. Alors, par ordre du Seigneur, qu'il rassemble une brigade et se dirige vers Fushang. Qu'il parte immédiatement. Seulement celui-ci venait de comprendre. Il cherche à l'éloigner. Donc comme ça, il veut s'occuper de lui à l'extérieur du culte. Mais si une personne ne peut pas supporter, et au bon les hurle qu'il ira avec lui. Mais pour qui se prend ce bâtard? C'est un ordre du Seigneur. Cela concerne seulement le vice-chef. Qu'il reste à sa place, compris? Pour la 10e, le Seigneur est vraiment tombé très bas. Même si le vice-chef est une menace pour le Seigneur, elle ne pensait pas qu'il pouvait tuer son propre fils. Comme il a si bien dit, qu'il part sur le champ.